À la suite de la découverte de nouveaux territoires par les navigateurs tels que Christophe Colomb, Amerigo Vespucci ou encore Jacques Cartier, des empires coloniaux vont être créés. Les expéditions des grands explorateurs, rappelons-le, avaient avant tout des objectifs marchands, c'est-à-dire trouver de nouvelles routes commerciales. Ce sont les Espagnols et les Portugais qui fondèrent les premiers empires coloniaux dans la première moitié du XVIe siècle. Le traité de Tordesillas, en 1494, découpa le Nouveau Monde en deux zones, selon une ligne passant à l'ouest des Açores. L'est revint aux Portugais, l'ouest aux Espagnols. Après le voyage de Magellan, le traité de Saragosse, en 1529, fixa une nouvelle ligne de partage dans le Pacifique, avec une enclave espagnole pour les Philippines. D'autres pays vont se lancer dans la conquête de territoires, à la suite de l'Espagne et du Portugal, comme le Royaume-Uni, la France et les Provinces-Unies, l'actuel Pays-Bas. En 1519, Hernán Cortés et les premiers conquistadors débarquèrent sur le territoire de l'actuel Mexique. Ils parvinrent à conquérir le pays en 3 années. Jouant des rivalités entre les Indiens, ils réussirent à battre les Aztèques. Cependant, la brutalité des troupes provoqua le soulèvement des populations locales. Mais finalement, l'empire aztèque fut défait peu de temps après. En 1531, les Espagnols partirent conquérir la capitale des Incas, Cusco. L'empire inca fut détruit et la ville de Lima créée. Les Espagnols ont cherché immédiatement des métaux précieux. Ils pillèrent les trésors des Amérindiens avant de les envoyer travailler dans les mines d'or et d'argent. L'installation des Espagnols en Amérique se traduisit par une catastrophe démographique. On estime que la population d'Amérique centrale fut divisée par 2 entre la fin du XVIe et le début du XIXe siècle. On a longtemps pensé que cela avait été dû au mauvais traitement réservé par les Espagnols aux Amérindiens. La conquête militaire puis les conditions de travail dans les mines ont en effet provoqué une mortalité importante. Mais il semblerait cependant que cette catastrophe soit due surtout à des maladies apportées par les Espagnols et qui étaient inconnues des Amérindiens. Le phénomène se produisit également dans d'autres territoires, comme les Caraïbes françaises. Une des conséquences directes en a été le manque de main-d'œuvre. Pour y remédier, les Européens sont allés en Afrique, chercher des travailleurs qu'ils ont installés de force dans les colonies. C'est le début de la traite négrière. Depuis les premières installations de colonies, les échanges commerciaux n'ont cessé de croître. Et avec l'essor de l'exploitation de l'or puis du sucre, entre 1505 et 1525, est créé un premier trafic triangulaire entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Le commerce triangulaire doit son nom à la forme de la route maritime qu'il emprunte entre 3 continents. C'était un système très rentable, car les navires n'étaient jamais vides. Les bateaux négriers, chargés de tissus, armes, outils, pacotilles, produits manufacturés, partaient d'Europe. Ces produits étaient échangés en Afrique contre des esclaves proposés par des négriers africains. Les navires repartaient ensuite pour les côtes américaines,
où les esclaves étaient vendus. Puis les bateaux rentraient avec des produits tropicaux, or, argent, sucre, rhum, mais aussi des bois précieux, des peaux et des plantes inconnues jusque-là en Europe, cacao, café, maïs, tabac, ananas. Le commerce triangulaire débuta au XVIe siècle, mais il connut de l'ampleur surtout au XVIIIe. Il entraîna alors en Europe une forte croissance économique. Ainsi, les armateurs des ports de la façade ouest de l'Europe, Pays-Bas, Angleterre, France, Espagne, Portugal, ont bâti de grandes fortunes. En France, la bourgeoisie marchande s'enrichit, particulièrement dans les villes de Rouen, de Nantes, de La Rochelle et de Bordeaux. La forte demande de produits tropicaux en Europe déboucha sur le développement rapide de l'économie de plantation et les besoins en main-d'œuvre augmentèrent dans les colonies. Cela conduisit à la capture massive d'Africains, déportés comme esclaves vers l'Amérique et les Antilles. L'esclavage était déjà très répandu depuis l'Antiquité. Cependant, il connut une ampleur sans précédent avec le commerce triangulaire, qui est d'ailleurs appelé aussi traite atlantique, traite occidentale ou encore traite négrière. Qu'est-ce que l'esclavage ? Un esclave est une personne qui, par sa naissance, n'est pas de condition libre, ou que la violence a mis sous la puissance absolue d'un maître. Les esclaves sont considérés comme des marchandises appartenant à leur maître. Ils n'ont pratiquement aucun droit et leurs conditions de vie sont inhumaines. Né vers 1745 dans le sud de l'actuel Nigeria, Oloda Ekiano fut enlevé par des marchands d'esclaves à l'âge de 11 ans. Vendu à maintes reprises après avoir été emmené aux Amériques, d'abord à un planteur en Virginie, puis à un officier de marine britannique. Un de ses maîtres lui donna une éducation qui lui permit de savoir lire et écrire. Il fut affranchi en 1766, lutta contre l'esclavage et connut la notoriété internationale par la publication de son autobiographie. Voici une partie de son récit. J'avais 11 ans. Un jour, alors que tout le monde était parti travailler et que je restais seule à la maison avec ma sœur, 2 hommes escaladèrent notre clôture, nous prirent, nous bâillonnèrent et nous emportèrent vers la forêt. Là, ils nous lièrent les mains et nous transportèrent aussi loin qu'ils le purent jusqu'à la tombée de la nuit. Le jour suivant, ma sœur et moi fûmes arrachés l'un à l'autre. On me fit marcher pendant des jours, étroitement ligoté. J'arrivai enfin sur un grand fleuve couvert de pirogues. On me mit dans l'une de ces pirogues et nous descendîmes le fleuve. Ainsi se poursuivit mon voyage, tantôt par terre, tantôt par eau, à travers des pays différents, jusqu'à ce que, 6 ou 7 mois après mon enlèvement, j'arrive au bord de la mer. On me transporta à bord d'un grand bateau. Je vis une foule de gens de couleur, enchaînés et désespérés. Ils me dirent qu'on nous transportait au pays des hommes blancs pour travailler pour eux. Je compris que je ne reverrais jamais mon pays natal. Je fus précipité dans la cale où régnait une répugnante puanteur, due à la chaleur et à la manière dont nous étions entassés, au point que nous pouvions à peine nous retourner. Nous transpirions abondamment et l'air était irrespirable, ce qui provoqua des maladies dont beaucoup d'esclaves moururent. Cette situation était aggravée par les chaînes qui devenaient insupportables. Pendant le voyage, du fait de mon jeune âge, on me garda finalement sur le pont et l'on ne me mit pas de chaînes. 2 hommes blancs me donnèrent à manger et devant mon refus, ils m'attachèrent et me fouettèrent. Nous arrivâmes enfin en vue de l'île de la Barbade. Comme le navire approchait, nous vîmes le port, avec des bateaux de toutes sortes et de toutes tailles, et nous jetâmes l'ancre. Une foule de marchands et de planteurs montèrent à bord. Ils nous examinèrent attentivement, nous firent exécuter des sceaux et nous répartirent en différents lots.
On nous débarqua le lendemain et on nous conduisit dans un enclos où nous fûmes parqués comme des moutons. Nous étions là depuis quelques jours, sous la garde du marchand, quand on procéda à la vente. À un signal, un roulement de tambour, les acheteurs se précipitaient tous ensemble dans l'enclos où étaient rassemblés les esclaves et choisissaient le lot qu'ils préféraient. Le tapage, les clameurs et l'avidité des acheteurs augmentaient notre frayeur. On sépara sans scrupule amis et parents qui pour la plupart ne se reverraient jamais. C'était vraiment déchirant d'entendre leurs cris. Des parents perdaient leurs enfants, des frères, leurs sœurs, des époux, leurs femmes. Pendant quelques semaines, je fus employé à désherber et à désempierrer une plantation. Comme l'homme à qui appartenait ce domaine tomba malade, on m'envoya dans sa demeure pour l'éventer pendant son sommeil. En traversant la maison, je vis une esclave noire qui préparait le dîner. La pauvre était cruellement harnachée de divers instruments en fer, dont un qu'elle portait sur la tête et qui lui fermait si étroitement la bouche qu'elle pouvait à peine parler et pas du tout manger et boire. Je fus choqué par ce dispositif, dont j'appris plus tard qu'on l'appelait muselière de fer. Lorsqu'ils désobéissaient ou tentaient de s'enfuir, les esclaves étaient battus et parfois même tués par leur maître. 12 à 15 millions d'Africains ont traversé l'Atlantique pour être vendus et travailler, surtout dans les plantations de canne à sucre. Les protestations contre l'esclavage commencèrent dès le XVIe siècle, mais il perdura jusqu'au XIXe. En France et dans ses colonies, il sera finalement aboli le 27 avril 1848.